On se retrouve pour cette deuxième table ronde. On vient de parler à l'instant de transition écologique, d'éco-conception, d'impression 3D avec nos invités. Là, on va avancer aussi dans ce qui s'est passé pendant cette crise, ce qui se passe aujourd'hui avec la relance, accélération numérique, et oui, tous nos modes de travail qui ont changé, du télétravail, un move to cloud, là, c'est l'expression que j'emploie aujourd'hui. Et on va voir comment tout ça, cette continuité de service se déroule pour les entreprises. On va en discuter avec nos deux invités. Stéphane Huette, qui est directeur général de Dell Technologies en France. Bonjour. Bonjour Frédéric. Stéphane. Et Laurent Degré, bonjour Laurent. Bonjour Frédéric. Directeur général de Cisco en France. Alors Stéphane, c'est évidemment les entreprises les plus agiles qui avaient enclenché leur transformation numérique qui s'en sont mieux sorties à traverser la crise et qui s'en sortent sans doute mieux pour cette relance. Mais est-ce que vous avez déjà quelques exemples dont vous pouvez nous parler ? Oui, alors pendant cette crise, le numérique a montré qu'il était un service essentiel assurant la résilience de notre société. Clairement, beaucoup de sociétés et d'administrations ont réussi à continuer d'offrir leurs services grâce à la technologie, ce qui n'aurait probablement pas été le cas il y a 10 ans. Un certain nombre d'entreprises avaient déjà commencé leur transformation numérique et on a vu celles-ci pouvant s'adapter plus rapidement pendant cette crise pour offrir de nouveaux services très très rapidement. Je pense que le constat général aura été quand même qu'en 2 mois, on aura parcouru 5 ans de transformation. Oui. Et dans un pays comme la France, où la culture managériale était assez en présentiel, finalement, on aura découvert que le télétravail permet aussi d'être productif. Et d'ailleurs, de nombreux sondages ont montré auprès des employés qu'un grand nombre d'entre eux souhaitaient continuer le travail à 80%. Donc le monde de demain, il va être dans un monde hybride, où il faudra allier activité opérationnelle avec activité de création et trouver le bon équilibre entre les deux environnements. Et parmi vos clients chez Dell Technologies, 2-3, peut-être sans les citer, au moins leur secteur d'activité, des entreprises que vous avez vues assez résilientes et qui ont su, parce qu'elles avaient enclenché ce mouvement numérique, résister. Il y a eu des entreprises, évidemment, qui étaient en première ligne, comme les entreprises médicales. Je pense à des laboratoires de recherche qui ont su, en quelques jours, en quelques heures, voire en quelques minutes, mettre des environnements en collaboration interne au niveau international et inter-équipe pour commencer à rechercher des tests et puis les fameuses pistes sur le vaccin. Mais on a vu aussi des entreprises dans des activités comme par exemple les notaires ou des métiers qui étaient beaucoup plus en présentiel, qui sont passés de facto par le télétravail même si ça restait des services essentiels, une grande partie de leur activité est passée quand même en télétravail. Et donc on a vu un shift là aussi de la télésignature, d'actes dématérialisés, etc., avec des sociétés qui étaient capables de leur offrir ce type d'outils et de services très rapidement. Justement Laurent, pareil, est-ce qu'il y a des exemples qui vous ont impressionné, des entreprises qui ont su se remettre dans le bon sens ? Parce qu'on l'a vu, tout d'un coup il y avait des directives gouvernementales, c'était mettre des salariés en chômage partiel, et puis en même temps il fallait recalibrer les fiches de paie. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses à revoir. Vous avez des exemples vous aussi ? Moi, j'ai 2 exemples qui ne sont pas forcément des entreprises, mais qui sont des exemples frappants de la réactivité et du besoin d'accélérer dans le numérique. Le premier, ce sont les politiciens et les parlementaires. Il a fallu continuer le débat parlementaire, il a fallu continuer les votes. Et j'ai pour exemple le G7 qui s'est même tenu sous forme de visioconférence. On a eu, nous, l'occasion de réaliser un hémicycle virtuel avec le Conseil régional des Hauts-de-France. Ça s'est mis en place très très rapidement, sans aucun problème. Et à la suite de ça, on s'est retrouvé avec un vote virtuel qui a fait... Quand vous dites très rapidement, c'est 24 heures 24 heures. Ah, 24 heures, 24 heures, ouais. Et ce qui est l'intérêt aussi d'avoir des solutions prêtes et sécurisées, basées dans le cloud. Et puis un autre exemple, si je reprends un autre exemple qui est intéressant, c'est Doctolib. Doctolib, on se retrouve avec 100 000 téléconsultations, on a du mal à générer l'adoption, et puis on se retrouve à ce jour, après 6 mois, avec 4,5 millions de consultations, de téléconsultations. Donc c'est aussi une accélération, une réaction et une accélération du numérique au service de ces entreprises. Ça, c'est un bon exemple Doctolib. Alors, il y a des exemples concrets, mais qui peut se généraliser. C'est que tout d'un coup, alors qu'on n'y croyait pas trop aux téléconsultations, on se disait oui, ce sera pour les déserts médicaux. Et aujourd'hui, on voit que ça y est, le pli est pris. Aujourd'hui, on appelle un médecin. On dit écoutez, il nous propose la visioconférence avant de venir le voir, même au-delà des mesures sanitaires. Donc, dans tout un tas d'entreprises, de secteurs d'activité, on a des usages qui se sont vraiment implantés et qui vont maintenant rester. Exactement. Je pense que ce genre de crise, ça provoque aussi des réactions, des accélérations ou des freins. Et c'est le cas notamment sur ces exemples-là.
Alors, le risque aussi dans tout ça, Stéphane, maintenant, on va dire que le plus gros de la tempête est, on l'espère, derrière nous, mais on a quand même pas mal de vents contraires dans la figure en ce moment. Quand on parle IT, on parle de rationalisation, on parle de réduction des coûts. Donc là, avec la situation, ce climat d'incertitude, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on laisse un peu trop de côté l'innovation ? Je pense que c'est un risque, mais beaucoup d'entreprises ont compris qu'elles devaient s'adapter et innover. Et beaucoup d'entre elles, aujourd'hui, on le voit, des entreprises, mais aussi des administrations, le gouvernement. Regardez les annonces de notre gouvernement sur les plans de relance, avec tout un secteur et des investissements ciblés sur le numérique, absolument, et sur les investissements, pour permettre justement à l'ensemble de ces acteurs d'être beaucoup plus agiles et flexibles, pour se préparer à l'inconnu. Parce que c'est ça, en fait. Ah oui. On a devant nous une grande phase. Alors, on est un petit peu plus optimiste sur ce qui va se passer. On va dire que la nouvelle norme, elle ne sera pas de toute façon comme elle l'était le passé. Donc la question, c'est comment je tire les enseignements de cette crise pour être capable de m'adapter rapidement à des choses que je ne sais pas forcément prévoir. Donc comment en termes de télétravail, comment en termes d'automatisation de mes environnements, comment en termes de technologie, je permets d'avoir un ciment qui m'offre la capacité d'être non seulement résilient, mais à savoir très rapidement offrir de nouveaux services. Le mouvement vers le cloud, qui était déjà bien enclenché, là il s'est accéléré pendant cette crise. Alors, certains étaient plus près que d'autres, que ce soit côté prestataire ou côté entreprise. Mais là, ça y est, on va encore subir cette accélération encore plus forte aujourd'hui. Je pense que dans le cloud, il y a trois choses qu'aujourd'hui tout le monde recherche et qui en effet s'est traduit par une augmentation des services de cloud, tant public que privé d'ailleurs. Nous avons nous-mêmes des solutions de cloud privé. On en a vu une croissance très forte à 30% sur le deuxième trimestre de ce type de solution. Les trois choses sont les suivantes. C'est la simplicité, l'agilité et le paiement à l'utilisation. Ouais. Évidemment, je ne sais pas dans 6, 12, 18 mois exactement quels seront mes besoins, donc je vais être capable de m'adapter. Sur ce mouvement vers le cloud, Laurent, est-ce que vous avez l'impression, oui, que les entreprises, ça y est, là aussi, un peu comme l'histoire avec Doctolib, ils ont compris et ils se sont dit, bon, maintenant... et surtout, je pense que des DSI, des CTO ont pu faire comprendre à leur direction générale l'importance d'avoir un cloud et de ne pas avoir des serveurs un peu perdus dans des filiales ou sur des sites en France ou à l'étranger. Il y a indéniablement une accélération vers le cloud en ce qui concerne les applicatifs, le calcul, ce genre de choses. Après... Moi, je pense qu'on est en train de rentrer dans un monde hybride. Hybride à plusieurs dimensions, sous plusieurs dimensions. C'est pas parce que vous mettez tout dans le cloud que vous allez régler tous vos problèmes. Vous avez besoin d'avoir une redondance, une résilience, c'est un peu le sujet de cette table ronde. Donc on ne peut pas tout mettre dans le cloud non plus, vous avez besoin d'avoir une infrastructure. Vous avez aussi besoin, en termes d'innovation, de travailler sur la nouvelle norme, alors une nouvelle norme ou pas, mais en tout cas, et là on reparle d'hybridation, le mode de travail, il n'est plus forcément lié à un lieu physique maintenant, on l'a vu. Donc on est aussi hybride dans le mode de fonctionnement, on travaille à la maison, on travaille... on va en reparler d'ailleurs dans la table ronde qui suivra dans un instant. Voilà, et puis il y a d'autres contraintes aussi en termes d'innovation et que ne vont pas forcément régler le cloud, c'est quid de mes données sensibles, on reviendra sur les sujets de souveraineté j'imagine, et donc tous ces aspects-là font que c'est plutôt un environnement hybride qui, selon moi, va se développer. Hybride et sécurisé, et pas simplement tout mettre dans le cloud. Ça ne résout pas l'ensemble des problèmes. Et j'ai un bon exemple à donner par rapport à ça. On sort de cette crise Covid, on rentre au bureau, où on va essayer d'y rentrer. Vous avez besoin de respecter des procédures, comme dans ce studio, des sens de passage, un nombre de personnes dans des salles de réunion. La plateforme digitale, le numérique, en local, elle va vous permettre aussi de mesurer ce genre de choses. Donc elle est aussi, d'un point de vue résilience, utile. Et encore une fois, ce n'est pas en mettant tout dans le cloud qu'on va tout régler. Est-ce que selon vous, la même question pour tous les deux, on va avoir les projets à plus long terme, est-ce qu'on va continuer à les avoir ou parce qu'on est dans cet inconnu, ce climat d'incertitude, on va gérer à 3 mois, 6 mois, à 9 mois, ce sera ça le plus long terme, Stéphane? Non, je pense qu'il y a une... Enfin, là encore, ceux qui sauront s'adapter et innover sont ceux qui survivent. L'histoire nous l'a montré, l'histoire économique, l'histoire de l'humanité nous l'a montré. Donc aujourd'hui, un nombre important de sociétés ont compris qu'elles devaient innover, qu'elles devaient investir pour pouvoir s'adapter et se préparer à ces phases inconnues. Et elles doivent le faire donc
en prioritisant leur investissement, évidemment, puisqu'il y a une phase oui. de contrôle des coûts importante. Mais je pense que, en tout cas, ce que l'on a constaté, nous, cette année, c'est une prioritisation et une priorité importante donnée aux investissements informatiques pour permettre justement cette transformation et faire ce bond en avant. J'évoquais tout à l'heure, en 2 mois, on a gagné 5 ans. Je pense que sur les 6 prochains mois, on va faire l'autre moitié du voyage. On le dit beaucoup d'ailleurs, hein, beaucoup de DSI que je rencontre me disent le seul budget qui n'a pas été coupé pendant la crise, c'était le budget informatique. Hein, donc c'est plutôt réjouissant, tant mieux pour le secteur IT, mais ça veut dire tant mieux aussi pour tout le monde, parce que ça va apporter. Et justement, sur ces projets, Laurent, comment vous voyez aujourd'hui, lorsque vous rencontrez des clients, ils vous parlent de 3 mois, de 6 mois, ou ils sont repartis sur des projets à 2 ans? Alors, ça dépend bien évidemment des secteurs d'activité. Oui, bien sûr, Quand les avions ne volent pas, c'est un peu compliqué de se projeter, mais on voit tout de même... Déjà, l'innovation, quelque part, elle n'est pas simplement l'apanage de l'IT, on soit bien d'accord. L'innovation, elle vient du comité de direction, elle vient de l'entreprise elle-même. Maintenant, je crois qu'il y a 2 vecteurs importants qui accélèrent l'innovation au travers du digital. C'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est la nouvelle norme, le travail hybride, le mouvement vers le cloud, la notion de sécurité, et tout ça, ça fait que les budgets IT globalement, même s'ils sont regardés de manière très stricte, c'est normal, on va toujours retrouver de l'innovation et même une accélération, je pense. Alors, vous parliez de la sécurité. Alors, c'est marrant, vous le mettiez en 3e place. Et j'ai l'impression, alors c'est un peu l'image que ça peut donner, mais tout le monde nous parle de sécurité, nous dit, surtout on a entendu les attaques, il y en a tous les jours, elles sont davantage médiatisées. Pourtant, on a toujours l'impression que malgré le discours, alors des entreprises utilisatrices, pas des fournisseurs, mais malgré le discours, cette sécurité, elle est souvent au 3e rang. Voilà. Oui. Je pense qu'il y a tout de même un déficit. Alors, il y a 2 choses. Première chose, crise du Covid, il faut réagir. Ouais. Bon, il y a des entreprises qui vont réagir en allant chercher un outil à droite, à gauche, parce qu'il faut bien assurer un minimum de continuité. Là, il s'avère que parfois, il peut y avoir des failles de sécurité. On ne peut pas leur en vouloir. Je pense qu'il y a tout de même encore un manque d'éducation et qui touche principalement, je pense, les PME en France. Mais on est en train de travailler. On a des champions en France de la cybersécurité. On a une agence de sécurité avec l'ANSSI qui est quand même un modèle mondial. Donc je pense que l'accent est mis. Et je pense qu'il faut vraiment accompagner notamment les PME parce que les grands groupes, ils se sécurisent. Oui. Ils sont la cible d'attaque, bien évidemment, mais ils savent s'équiper. Mais les PME, qui sont le tissu économique du pays aussi, ont besoin de plus de formation, de plus de budget. Et je pense que le plan de relance doit aider aussi à ce niveau-là. Et cet aspect cyber, c'est aussi aux fournisseurs de mieux l'expliquer parfois. Alors, vous êtes tous les deux évidemment impliqués dans ces solutions de cybersécurité, mais souvent, on se rend compte que c'est des technos qui parlent à des technos. Quoi. Là oui. Aussi, il faut... Non, alors je pense et ça fait quand même quelques années que l'on alors, c'est vrai, et c'est vrai que, comme le disait Laurent, la crise du Covid, avec l'expansion du télétravail, a inévitablement augmenté les points de vulnérabilité et donc augmenté le nombre de cas depuis le début de l'année. 9 fois plus de cas de cyberattaque, quand même, une explosion évidemment de ce côté-là. Je pense que ça, non seulement, comme on dit, on en parle plus, mais je pense qu'il y a plus de cas aussi. Et l'approche, pour reprendre votre question, l'approche, on doit l'avoir collectivement, fournisseurs et comité de direction. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet de la sécurité est quelque chose qui doit être pris par le comité de direction de l'entreprise, que ce soit des grands groupes, des ETI ou des PME. C'est là, aujourd'hui, on est encore trop en silo, avec des connaissances, des savoir-faire et des budgets, mais qui ne sont que partiels. L'approche de la sécurité, aujourd'hui, elle doit être de bout en bout, elle doit être technologique, elle doit être une gouvernance. Et il faut y dédier les budgets et l'attention du comité de direction. Si on revient un peu en recul par rapport à cette accélération numérique aujourd'hui, donc qui comprend évidemment de la cybersécurité, du cloud, du télétravail, et puis de l'organisation, on en reparlera notamment dans la table ronde qui va suivre. Il y a des secteurs où il faut porter des priorités. Effectivement, les grands comptes sont mieux fournis parce qu'ils ont une DSI, parce qu'ils ont les compétences, parce qu'ils peuvent faire appel à des cabinets de façon plus évidente. Mais il y a des secteurs où il faut... où il doit y avoir plus de priorité, il faut se concentrer, les PME, le secteur public, je ne sais pas, Laurent. Je reviens à ce que je disais. Pour moi, le tissu économique français, c'est le CAC 40, mais c'est aussi des PME. Et je pense qu'il faut vraiment mettre un focus sur les PME, en termes d'éducation, en termes de plan de relance, comme je viens de l'évoquer, en termes de support à l'investissement. Je pense qu'on a une priorité au niveau des PME à avoir sur le pays. Et puis, bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, mais l'éducation, je pense, a aussi un travail de fond à faire, parce que l'éducation, elle va rentrer dans une nouvelle
norme et on ne pourra pas revenir en arrière. Donc la formation à distance, dans un mode hybride que j'évoquais, il n'y a pas de retour arrière possible. Donc s'il y a des secteurs à privilégier, moi je dirais l'éducation, la santé bien évidemment aussi, mais surtout les PME sur la France, parce qu'on a aussi une zone de vulnérabilité, comme l'évoquait Stéphane, qui est très très large, et un manque de formation et d'éducation au sens large. Là aussi, tout à fait. Je pense que y a une éducation, une formation à faire au niveau des PME, une sensibilisation et ensuite un accompagnement dans cette transformation qui est vital. L'innovation, les sociétés de demain, le savoir-faire de demain, il viendra de ces PME. Donc comment on les aide à être résilientes, à s'adapter très vite et à croître. Je rajouterai un dernier élément. Laurent parlait de l'éducation. Je pense qu'il y a cette crise du Covid a montré aussi un danger qui est la fracture numérique. Il y a des sociétés, il y a des étudiants qui n'avaient pas nécessairement accès à ces technologies. Et donc il est essentiel pour notre nation aujourd'hui d'adresser ce point-là, non pas en retardant et en freinant les investissements technologiques, mais en s'assurant que les territoires ou certaines parties de la population des sociétés laissés pour compte sont accompagnés. Autour de la formation, l'éducation qui sont assez essentiels. Il n'y a pas que la techno pour le coup, il y a cette assez formation. L'exploitation de la data aussi. Alors là aussi, on a un sujet qui est ressorti, qui existe depuis un moment, qui figure parmi les priorités des entreprises. Mais avec ce Covid, on en a encore plus parlé. Et si on parle data, on parle protection des données. Protection des données, on va vers la souveraineté. Ça, c'est un thème, Laurent, qui va être de plus en plus fort, porté par les entreprises, ou ça reste encore un peu pas sous les radars, parce qu'on en parle, mais en tout cas pas dans les priorités principales. En tout état de cause, crise Covid, ça n'a pas été forcément une priorité pour tout le monde, parce qu'il fallait réagir. C'est un débat de fond, et c'est un débat qui est important, et je pense que le gouvernement français fait ce qu'il faut, s'en saisit. On parlait du move to the cloud tout à l'heure. Évidemment, mettre l'ensemble de vos données chez un cloud provider qui se situe sur un autre pays, ça peut poser problématique en cas de crise, quelle qu'elle soit. Je tiens juste à remarquer un petit peu le paradoxe derrière tout ça tout de même, c'est que la résilience quelque part de l'économie, elle est due à Internet. Internet, on ne peut pas parler de souveraineté. La souveraineté, c'est des frontières, c'est des lois. L'Internet, ça a été créé pour pouvoir communiquer de la data et la faire traverser les frontières. Donc c'est quelque chose qui est non souverain, qui quelque part a soutenu l'économie. Néanmoins, la problématique de la data, elle est très importante. Et je pense là qu'il faut surtout ne pas confondre souveraineté et protectionnisme. Il faut aller chercher la bonne technologie parce que des années d'innovation, ça ne se rattrape pas comme ça. Maintenant, la réglementation, l'utilisation des fournisseurs, des prestataires, des partenaires français, et on a des champions dans la cyber, dans le cloud aussi. C'est autour de ça que ça doit tourner. Je pense que c'est un débat de fond et que ça doit s'accélérer aussi. Oui, parce que merci au cloud public, hein, on est tous d'accord, qu'il soit américain ou français. Heureusement, il a bien tenu. Rappelons-nous, au tout début du confinement, au tout début de la crise, on se posait des questions, on disait dites à tout le monde d'arrêter de regarder Netflix. Il fallait tenir tout ça. On a eu des questions nous demandant si l'Internet allait tenir le choc. Justement, Stéphane, sur cette idée de souveraineté aujourd'hui, cloud public, cloud privé, cloud hybride, cloud souverain, voilà, vous, votre position, comment vous voyez les choses évoluer là, dans les mois à venir? Je pense que les entreprises, leur souci, c'est plus des environnements multi-cloud. Aujourd'hui, elles ont plusieurs clouds, souvent 3, 4, 5 clouds à gérer, dont des clouds privés. Et donc, leur première interrogation et leur première priorité stratégique, c'est quelles sont les applications, quelles sont les datas que je garde en interne dans des clouds privés, pour des raisons économiques, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de disponibilité. Et ensuite, lorsque je me retrouve avec des choix vers différents clouds publics, quels sont dans ce cas-là les différents services et attentes que j'ai en termes de disponibilité et de savoir où sont ces informations. Donc là, il y a probablement la place pour, comme le disait Laurent, je pense qu'il ne faut pas faire du protectionnisme, mais plus peut-être créer des labels qui certifient un certain niveau de connaissances sur où sont mes applications, où sont mes datas, et qui permettraient, dans des cas d'application de cloud public, de donner des labels et des certifications et des gages
à des sociétés qui souhaitent utiliser en partie le cloud public. Et pour vous, c'est ce qui garantira une meilleure utilisation du cloud par les entreprises, hein, Laurent, j'imagine? Bien sûr, surtout sur tout ce qui est organisation d'intérêt vital, grandes entreprises françaises et puis secteur public et régalien de manière générale. Un tout dernier mot, qu'est-ce qu'on fait du legacy aujourd'hui dans les entreprises? La crise, ça va permettre de mettre tout un peu sous le tapis, puis on repart sur du neuf. Comment vous voyez? Surtout pas, on continue, on accélère Ouais. la modernisation. Je pense que ce que l'on a vu ces dernières années, c'est un vrai souhait autour du DevOps de packager et de développer des applications en termes de microservices pour faire du cloud native, et pour ce qui est des applications legacy, au moins de les packager pour les passer dans le cloud et pouvoir commencer à développer de nouveaux services. Donc je pense qu'on voit une vraie accélération autour de ces réflexions stratégiques. Absolument. Se donne d'ailleurs des projets à long terme. Ah oui, Ok, et puis- parce qu'on ne va pas le faire en 3 mois. Oui, et puis avec des nouveaux services. Donc on est, et on conclura là-dessus, Laurent, on est sur une continuité, on franchit des paliers, on n'est pas encore dans une rupture forte, hein. Enfin, chose qu'on ne recherche pas forcément, hein. On n'est pas dans une rupture forte et je pense qu'on ne va pas y être parce qu'encore une fois, on a besoin de cet environnement hybride et de la complémentarité d'un environnement local, de la sécurité locale et puis surtout du bout en bout. Et encore une fois, il faut faire le lien avec le cloud aussi. Donc vous avez besoin de moderniser aussi vos infrastructures en local. C'est extrêmement important. Donc il n'y a pas de legacy qui s'en va. Au contraire, il se modernise, il continue et il a un rôle crucial aussi dans le end-to-end. Eh bien, merci messieurs d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté votre éclairage, hein, sur cette accélération de cette transformation numérique, de tout ce qui se passe aujourd'hui pour les entreprises, le cloud, le télétravail, la cybersécurité, des points importants. Et puis là, vous allez rester avec nous. On va changer de lieu, on va s'éclipser quelques secondes. On va se retrouver pour parler de l'organisation, parce que là, on a parlé de la technologie, on a parlé de l'écologie, de tout ce qui est la green tech, là, à l'instant du cloud. Mais justement, il y a un point important. On s'est gardé la dernière table ronde pour en parler. C'est vraiment tous les nouveaux modes d'organisation, tous les nouveaux modes de management. C'est tout de suite, restez avec nous.